Là, je vais faire la suite. Donc, on a parlé de la maladie, du malade, toujours de par mon regard, hein. Mon regard n'est pas forcément, juste, mais c'est juste une expérience et je la partage, hein. Donc on peut ne pas être d'accord, c'est pas du tout un problème pour moi, mais je me dois quand même de le partager. Là, je vais vous parler un peu du regard que j'ai, heu, du thérapeute, de celui qui va aider à la guérison d'une maladie, en tout cas qui va accompagner la personne malade. Donc dans un premier temps, nous avons la science, cette science, rationnelle qui doit accompagner la personne par des traitements, diagnostics et tout ce qu'il faut. Donc le malade attend un résultat du médecin, le médecin aussi, ou en tout cas les spécialistes de santé à l'occidental, attendent un résultat de leur traitement. Donc je vais appeler ça, des thérapeutes, d'accord? Du monde médical comme on connaît. Maintenant, je vais vous parler des autres thérapeutes, c'est-à-dire ceux qui s'appellent thérapeutes parce qu'ils ont appris quelque chose, ils vont répéter ce qu'ils ont appris, que ça soit dans le domaine de l'énergétique, le domaine de l'ostéo, de toutes ces techniques, manuelles, paramédicales aussi, d'accord? Donc ces thérapeutes vont apprendre quelque chose et vont attendre aussi du résultat de leur pratique. Donc on va bien les appeler les thérapeutes. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est là où vous allez voir qu'il y a une nuance entre l'aidant et le thérapeute, c'est que l'aidant va pousser l'idée. Je ne dis pas que le thérapeute ne pousse pas l'idée, hein, on est bien d'accord, hein. Tu as bien appris quelque chose, tu retranscris ce que l'on t'a appris, tu es performant dans ta pratique, tu réussis très bien, en répétition ce que l'on t'a appris. L'aidant, c'est différent. C'est-à-dire que l'aidant, pour moi, c'est pas quelqu'un qui forcément attend un résultat, mais se retrouve dans un schéma de totale neutralité, de façon à aller à la rencontre de la cause initiale d'un problème. Alors, je souris, pourquoi? Parce que j'ai un ami ostéo qui me dit: «Mais quand on travaille, on va à la cause initiale». Donc, je présuppose qu'il y a plein de causes initiales. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. L'exemple que je lui ai proposé en même temps. Je lui ai dit: «Tu vois, ce gamin vient de faire une entorse de la cheville et il n'a pas fait gaffe, voilà, il s'est tordu la cheville. Donc la cause première, c'est ce petit caillou ou ce trou. OK. Donc, on peut la considérer comme initiale. Voilà, le déclencheur est là. Tu vas voir mon ami ostéo et il va te dire: ouais, mais moi, la cause initiale, je l'ai découverte. Il y a une faiblesse au niveau du bas du dos. Donc, le bassin étant décalé, ça empêche un réflexe de préhension. Vous voyez, voilà, ok, très bien. Et ensuite, on va pousser l'idée. Un autre technicien va dire non, la cause, elle est au niveau de la base du crâne. Il y a une tension, il y a un déséquilibre qui crée un déséquilibre de l'arbre et de suite, la colonne vertébrale étant pas alignée correctement, les tensions sur tensions, eh bien ça finit par cette tendance. OK. Donc si on découpe, il y a plusieurs causes, on va dire, dites initiales. Et là, je pousse l'idée. Je dis oui. Donc,
je vais partir sur une autre cause, donc la mienne. Je ne dis pas que c'est la vérité, on est bien d'accord, hein. Je vais dire effectivement, j'ai localisé toute cette pression, cette tension du bas du dos, haut du dos, et pour en arriver à cet ostéo qui va me dire d'abord avant la mienne, oui, mais il y a un déséquilibre du crâne, donc la respiration intracrânienne n'est pas bonne. Il y a un dysfonctionnement, une tension et tout. Eh bien, ça peut expliquer tout ça. Tout ça, du début jusqu'à la fin, est vrai. Aucun n'a fait, chacun a bien pratiqué dans son domaine, c'est juste merveilleux. Mais là, je vais pousser l'idée encore sur le domaine de l'émotion et du déséquilibre, donc énergétique. C'est-à-dire que ce gamin qui a fait cette entorse, on va dire pied droit, donc je considère que le pied droit, je vais donner une idée, le pied droit, on va dire une petite problématique liée au masculin. Ok, gauche, ça serait au féminin, pour ma part, hein. Et donc, ce gamin se retrouve avec une tension émotionnelle, un conflit émotionnel, un non-dit, une douleur, une colère qui ne s'exprime pas, et il n'a aucun autre moyen de l'exprimer qu'en se faisant mal. Donc la douleur, cette fois-ci, a un message à nous donner. Donc sa petite cheville droite est en train de nous exprimer qu'il y a une tension, une douleur dans le cocon familial et social. D'accord? Donc à partir de là, je vais découvrir effectivement ensuite, de par cette émotion, qu'est-ce qui s'est passé dans son climat psychosocial, comment il le vit, qu'est-ce qui ne va pas, pour ensuite descendre sur l'énergie intracrânienne pour voir est-ce qu'il n'y a pas des conflits hémisphériques quelque part, et ensuite des tensions du fuseau neuromusculaire qui créent bien sûr un déséquilibre au niveau des tensions musculaires et qui vont engendrer des bascules du bassin. Ça ne se passe pas, on est bien fait, on n'a que 2 pattes. Donc on est fait pour marcher droit, on n'est pas fait pour tomber toutes les 2 secondes. Si on tombe toutes les 2 secondes, autant nous mettre 4 pattes, d'accord? Ce n'est pas le cas, c'est 2 pattes. Donc si on a 2 pattes, c'est qu'on se doit d'être quelque part en mesure de gérer tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Donc vous voyez, donc le thérapeute que j'appellerai, c'est le thérapeute qui a appris et qui répète en attente d'un résultat. Donc ce qui veut dire que si jamais vous neutralisez, vous enlevez une douleur sans la compréhension derrière, on va se retrouver avec des répétitions ou voire même déplacer un problème. Si je pars du principe que j'ai une tension affective, un non-dit, ce gamin qui est en colère parce que papa ne rentre pas à la maison, papa fait rien, hein, parce qu'on est toujours sur ce gamin au pied, à l'entorse de la cheville droite, hein, d'accord? Eh bien ce gamin, on va le corriger, on va faire aussi bien de l'ostéo, on va faire de la kiné, on va faire tout ce qu'il faut, lui donner des anti-inflammatoires. On ne règle pas pour autant le problème. On ne règle pas pour autant le problème. Donc ça veut dire, ça va se déplacer comment? Et pourquoi? Vous comprenez? Donc c'est important d'être effectivement un bon thérapeute, ça bien sûr, hein, ça merci à tous ceux qui le sont. Et ensuite, je dirais plus, j'irai plus vers le côté aidant parce qu'il est plus neutre, parce qu'il nous amène à pousser l'idée sur une prétendue cause initiale. Est-ce que ce que j'ai dit là est réellement l'initial? Peut-être pas. D'autres vont me dire autre chose. Mais pour le moment, je m'arrête à ce domaine-là. Mais tu ne le comprendras qu'au fur et à mesure des expériences de vie. Parce que ce que tu as appris, c'est une chose.
tu peux le répéter des années et des années, être performant. Maintenant, le thérapeute qui veut pousser l'idée, il est obligé d'abandonner sa réalité qui s'appelle « je suis fort, je suis performant, j'ai de la réussite, j'ai du monde et je nourris mon ego, même si mon discours est totalement différent. » C'est-à-dire, le discours montre c'est quelqu'un d'ouvert, qui pousse l'idée, qui s'intéresse à tout. Mais le constat est là. Le constat est là. C'est-à-dire que celui qui a un problème ne le sait pas, ça. Il vient parce qu'il a mal, il en attend un résultat. Alors, je vous parle de ça tout simplement pour revenir. Je suis bien entendu pas exclu de ça. Si j'en parle simplement, c'est parce que je suis ça, j'ai été ça et je ne sais même pas ce que je vais devenir. Donc, alors, comme quoi, il faut évoluer. Mais surtout pour vous dire que lorsque on se retrouve dans un état de vouloir apporter de l'aide à son prochain, c'est déjà la première question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui nous a amené à vouloir aider l'autre? Quoi? Alors, soit tout simplement je suis un gosse de riche, toute la famille de génération en génération sont dans le contexte psychomédical, et tout bon bébé, je suis la fratrie et je deviens le bon médecin, le bon fils à papa, le bon chirurgien, le bon tout ce qu'on veut. Et ça, j'ai presque envie de dire, ça peut se dessiner de génération en génération. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ça, c'est un exemple. Il y a le deuxième exemple qui dit que dans ma famille, j'ai rencontré tellement de souffrances et j'ai eu tellement mal que j'ai envie de comprendre la maladie pour sauver ceux qui ont souffert de cette maladie, qu'elle soit psychologique ou autre chose. Et donc on retrouve cette catégorie aussi de thérapeutes. Et ensuite, on va trouver ceux qui sont d'une hypersensibilité et qui se retrouvent à vouloir aider les autres parce que la souffrance est trop forte. Ok, donc ceux-là vont tout mettre en place pour tenter de réaliser leur rêve, c'est-à-dire aider l'autre. D'accord. Mais quels que soient les schémas que j'ai notés, c'est toujours une projection de quelque chose. Ce n'est donc pas une réalité neutre. Je vais donner un exemple concret. Moi, M. Sidibé, hypersensible d'origine, vécu un peu chaotique, je me retrouve à j'ai toujours eu le mot dans la bouche et ça encore, beaucoup me l'ont reproché. Je veux devenir quelqu'un, d'accord? Je veux devenir quelqu'un. Parce que le manque de confiance, le manque d'études, le manque de reconnaissance a fait que je me suis mis dans ma tête, pourquoi pas moi? Donc ça m'a permis d'exceller déjà dans un premier temps sur tout ce que je faisais. Tout. Que ça soit le sport, que ça soit dans ma fonction militaire, partout. Il fallait que j'excelle. Mais ce n'était qu'une projection. Mais la sensibilité et la tristesse existentielle n'étaient pas enlevées. Et donc pour tenter de l'éteindre, je me suis dit, il faut que j'excelle
dans la santé, mais comme je n'ai pas d'études et je n'ai pas réussi à accéder à des degrés d'études pour être médecin ou autre chose, donc j'étais ce qu'on appelle un infirmier soldat, tout en étant commando parachutiste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose, c'est que de frustration en frustration, j'ai recherché, j'ai découvert de la médecine allopathique à la médecine énergétique. J'ai fait le tour de la planète pour essayer de découvrir la cause du mal-être, du pourquoi on ne va pas bien. Eh bien, je me suis retrouvé à toucher du doigt une forme de réalité. Alors cette réalité, est-ce une illusion ou une réalité? En attendant, ça fait que j'ai découvert une technique qui me permettait d'accéder à la mémoire du corps, donc la mémoire énergétique et tout ça, et encore que, d'après ce que j'ai étudié, que ce soit la kinésio, un peu l'ostéo, un peu toutes ces thérapies alternatives, était tout simplement un plagiat de la médecine. C'est-à-dire qu'on va essayer, par frustration, de découvrir quelque chose et de penser qu'on est performant. Et donc j'ai fait ça. Mais par l'envie d'aimer et d'aider l'autre, j'étais hyper performant. Donc, tellement performant, vous allez voir les chevilles, c'est pas mal aussi, mais tellement performant que j'en arrivais à frôler ce qu'on peut appeler le miracle thérapeutique. Je suis allé à cette forme qui est interdite, qu'on appellerait le diagnostic, on n'a pas le droit de le faire, bien entendu, mais d'avoir un regard juste sur la cause du pourquoi la personne n'allait pas bien et qui corroborait avec les résultats médicaux en face. Ce qui a fait que j'avais une bonne presse avec le monde médical, le monde énergéticien, voilà, et le monde tout court. Et donc, j'étais performant, j'excellais, mais le danger dans tout ça, c'est que je pensais que j'étais quelqu'un de bien et que j'avais découvert comment sauver l'autre. C'est toujours l'idée de sauver l'autre par ma sensibilité. Donc j'avais oublié que j'existais et que je n'étais pas fait que d'un mental, d'un corps qui ramène à la projection de famille ou éducationnelle, existentielle, de société. J'avais totalement oublié ça parce que je pensais que je réalisais le pourquoi j'existais. Et donc j'excellais. Donc le monde était à ma porte et tout le monde disait, celui-là est un saint homme, donc il ira au paradis. C'est sans compter la connaissance. Mais la connaissance, pour l'avoir, il vous faut des petits chocs, des petites douleurs, des petites souffrances et des plus grandes. Et alors je vais vous raconter le départ de cette conscience qui me permet aujourd'hui de vous parler. Je pensais être arrivé au bout de quelque chose, voire même l'ennui parce que guérir quelqu'un c'est facile. Vous imaginez le pouvoir, la conscience du pouvoir, l'ego derrière tout ça, c'est énorme. Mais pourtant c'est vrai ce qui se passait. C'est vérifiable. Mais est-ce que j'en avais simplement le droit? Eh bien, écoutez cette anecdote qui pour moi est importante et a changé ma perception de la vie. Je reçois donc au cabinet, suite à une conférence, une jeune fille de 26 ans, belle comme un cœur, qui a
toute la vie devant elle, avec une pathologie, mais très, 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 très grave et avancée. Et ma personne, qui pensait que j'étais capable de la guérir, c'était moi. Je pensais que j'étais la personne capable de la guérir. Donc j'ai pris ce challenge en main. Cette jeune fille s'est retrouvée de mieux en mieux. Je me suis même autorisé à demander à ses parents, parce que son rêve à elle, c'était de voyager, de découvrir, de faire du sport, d'aller. Eh bien, je l'ai prise en main, je l'ai bougée, je l'ai amenée voyager, sortie de chez elle. Les premiers temps de sortie de chez elle, elle faisait des crises de spasmos, des angoisses à n'en plus finir. Tout ça a disparu. On s'est rendu compte que même ses surrénales reprenaient, que son foie et le terrain pathologique et les examens s'amélioraient. Mais tout s'améliorait. Elle a repris le sport, elle a repris le roller. Je l'ai amenée visiter des montagnes avec des altitudes pas sympas, hyper sympa pour celui qui est en bonne santé, mais pas sympa pour quelqu'un qui est malade. Eh bien, croyez-moi, elle a grimpé, voire même plus vite que moi. Les résultats étaient juste impressionnants. À partir de là, j'ai dit à cette jeune fille, avant l'été, maintenant, bouffe la vie, avance dans la vie, crée ta vie, deviens ta vie. Et je pensais avoir gagné. Avant la fin de l'été, c'est-à-dire mois d'août, 1 mois, 2 mois après, elle m'appelle en me disant « Je vais pas bien, regarde ma grosseur ». Je lâche mes consultations, je file la voir, elle était d'une autre région, et je me rends compte que mes mains n'ont plus d'écho, ne réagissent plus sur son corps. Son corps ne réagit plus à ce que je fais, ce que je dis. Et là, je ne comprends pas. Et je dis, comment c'est possible? Et là, je me retrouve face à quelque chose que je ne reconnais plus, que je ne connais pas. Vous voyez, de la pathologie jusqu'à l'hospitalisation qui disait que je ne sais pas si elle vivra plus de 2 semaines, à la sortie, faire des raids, des marches, du sport et tout ça, les résultats merveilleux, une santé qui repart, une jeunesse qui repart. Yann, donc moi, très heureux de ce résultat, en disant « je vais tenter de le multiplier ». Je me retrouve à la fin de l'été face à la même jeune fille qui me dit « j'ai l'impression que tout ce que tu me fais maintenant ne passe pas, je ne le sens pas pareil. Et je ne crois pas que je vais m'en sortir cette fois-ci. » Alors vous allez me dire, c'est parce qu'elle a été négative, parce que si... Non, faux, c'est un jugement. C'est pas ça. C'est que j'avais parfaitement conscience que je n'avais plus d'effet sur sa santé. Donc je croyais quelque part avoir tout découvert, la cause, le ci, le là. Effectivement, je me suis rendu compte que j'étais arrivé au bout. Au bout. Et c'est triste, tristement que je vous le raconte, parce que je suis devenu spectateur
d'une jeune fille où j'avais misé toute ma force comme étant un challenge vraiment. Et pour qu'elle me quitte avant les fêtes. Et je suis resté jusqu'à la fin pour l'assister avec l'autorisation de ses parents, tout en étudiant en même temps et en souffrant de ce que j'appellerais mon échec. Alors vous allez me dire, mais tu te prends pour qui? Tu es qui? Es-tu Dieu? Je croyais, mais je ne le savais pas. Je demande pardon, je ne le savais pas. Mais je croyais que Dieu m'avait donné, ou le divin, ou l'univers m'avait donné cette capacité d'aller guérir l'autre. Oui, on t'a effectivement donné, et tu t'es donné par ton amour, par tout ça, la capacité d'être performant par rapport à un corps malade, mais tu n'as pas la connaissance de la vie pour pouvoir te prétendre être Dieu ou être divin. Donc j'ai accompagné cette petite, je répète à la fleur de l'âge, et j'ai pris un tsunami dans la tête. Je n'ai pas remis en question les capacités que j'avais. Mais j'ai décidé, par ce coup de scud que j'ai pris dans la tronche, Yann, qu'as-tu fait? As-tu voulu, même inconsciemment, as-tu cru que tu étais divin? Eh bien là, ça a remis tout en question. Pas l'action des dents, parce que je le suis toujours et je fais toujours, mais différemment. C'est-à-dire que j'ai dit merci à cette jeune fille. J'ai souffert longtemps, hein, vraiment, vraiment. Parce que j'ai souffert tout simplement parce que mon ego a souffert. Pas moi, Yann, mon ego, celui qui pensait que. Une fois que j'ai fini de pleurer, de libérer, eh bien ça m'a permis de comprendre que simplement j'étais en train de régler, et voilà la leçon qu'elle m'a rapportée, que j'étais en train de régler mon manque de confiance, mon besoin et mon pouvoir de reconnaissance, qui fait qu'à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur l'existence autrement, parce que je pensais avoir compris beaucoup de choses. Eh bien non, non. Eh bien j'ai reconsidéré la vie de l'aidant et du thérapeute pour aller à la recherche de qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, le pourquoi du comment l'homme souffre-t-il autant pour devenir thérapeute, pour devenir ci, devenir là, devenir champion du monde et tout ça. Ce ne sont que des projections. Et à partir du moment où j'ai commencé à me poser cette question, je n'ai plus eu envie finalement de soigner l'autre, mais plutôt d'aider l'autre à se soigner. Et pour ce faire, fallait que je défasse cette construction thérapeutique qui était la reconnaissance. Celui qui a son cabinet toujours plein,
celui qui dans la région, on ne parle que de lui. Donc toutes ces choses, fallait les démonter, au risque de se faire incendier, au risque de se faire critiquer. Mais ça ne manque pas, c'est normal ça. Et beaucoup, jusqu'en conférence, m'ont rappelé et m'ont dit « Tu nous as abandonnés ». Non, j'ai abandonné personne. J'ai créé malheureusement de la dépendance. Je demande pardon, mais j'ai créé de la dépendance. Parce que lorsque vous pensez indispensable, même si vous ne le pensez pas dans votre réalité, parce que vous pensez tout ce que vous dites, c'est-à-dire détachez-vous, soyez indépendant, soyez autonome, mais l'es-tu toi-même? Vous voyez? Et là, je me suis rendu compte que même en conférence, on me disait « Monsieur Sidibé, vous nous avez abandonnés ». Et là, mon ventre se serrait. Mais la question était « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait ?» Au lieu de construire et d'accompagner les gens à être autonomes, tu les as rendus dépendants d'un thérapeute performant qui fait que tant que tu es là, ils vont rester en vie. J'ai envie de dire le mot qui n'est pas joli, mais je le dis, c'est criminel. C'est le contraire de la vie. Donc aujourd'hui, je le dis, mais je le dis avec du recul, parce que j'ai pris mon baluchon et je suis comme un Ronin à la découverte et en quête de la réalité du pourquoi on existe aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est juste merveilleux. Donc, à partir de maintenant, je sais que je n'ai pas fait d'erreur parce que l'erreur est humaine. Mais le tout, c'est que lorsqu'on a compris ça, de ne pas s'y embourber. Sous prétexte qu'on a créé une vie, des crédits, des enfants, une femme, un mari, une belle maison, une situation, une reconnaissance sociale. Je m'étais rendu prisonnier de tout ça. Aujourd'hui, je peux le dire avec aisance, en parler simplement, parce que je vous invite, vous qui êtes aidant, thérapeute, de ne pas souffrir et de découvrir très rapidement, on n'est pas là que pour guérir l'autre. On est là pour combattre effectivement la souffrance de l'autre, mais surtout de l'accompagner à ce qu'il se prenne en charge. Et là, la guérison sera réelle. On peut guérir un bobo, mais la cause du bobo, elle appartient à chacun. Vraiment, vraiment à chacun. Et il ne faut pas non plus aller chercher encore là la guérison par des pratiques pseudo-mystiques où on va aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, qui va nous guérir. Non, non, la guérison, il faut que tous les thérapeutes comprennent. Nous sommes des aidants, thérapeutes pour certains qui pratiquons des techniques pour améliorer le bien-être, soulager les douleurs et les souffrances. Mais la guérison appartient à chacun.
celui qui sait entendre, celui qui met en place un processus de guérison en nettoyant, en apaisant, en quittant les fidélités de souffrance, eh bien celui-là est un aidant accompagnant qui permettra au malade de se redresser et de prendre sa vie en main. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Nous sommes nés pour mourir, je l'ai dit avant. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, l'univers ne fait pas d'erreur. Il est bienveillant. Et ce qui s'est passé dans mon histoire, eh bien je remercie vraiment l'univers de m'avoir présenté cette jeune fille qui pour moi est la source aujourd'hui de mon évolution, pas d'homme, mais d'humain, et surtout la prise en conscience et en considération de la spiritualité. Cette spiritualité qui me parle d'une cellule dans le monde des humains. Nous sommes une cellule parmi tous ces humains. Pas forcément. Donc il est important d'apporter ce message à ces nouveaux aidants, ces nouveaux thérapeutes qui, forts de leur santé physique, intellectuelle, vont découvrir le soin au travers d'enseignements, même les propres enseignements que je donne. Parfois, ils écoutent, ils intègrent la technique, ils sont intellectuellement et techniquement performants, mais immatures, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et ils se rendent compte très rapidement, par une technique apprise, quelle que soit la technique, même celle que je pratique, eh bien, ils se rendent compte qu'ils sont brusquement performants, ils font des choses merveilleuses. Et ils se mettent en concurrence pour certains, et ils pensent être arrivés. Eh bien, j'ai de la peine pour eux. Et j'ai de la peine pour moi aussi d'avoir pu enseigner une technique qui les amène à avoir malheureusement autant d'ego, alors que on ne le perçoit pas forcément au départ. Mais s'ils écoutent ce message, qu'ils l'entendent, qu'ils ne fassent pas que l'écouter, qu'ils l'entendent. On peut parfois croire qu'on fait du bien en enlevant un symptôme, eh bien on peut faire beaucoup de mal derrière. Parce qu'un symptôme est une information. Mais le premier travail à avoir, c'est vraiment d'aller, en tant que thérapeute, d'abord nettoyer réellement et rapidement, si l'on peut, le terrain de projection qui fait le futur aidant thérapeute que nous serons. Il n'y a pas d'âge pour être quelqu'un d'aidant, d'aimant, voire bon thérapeute, il n'y a pas d'âge. J'en ai fait l'expérience parce que j'ai aidé, du moins, j'ai accompagné le plus jeune formé qui avait 18 ans. Donc il n'a pas de vécu derrière ça, il n'a pas d'enfant, il n'a pas créé de famille, il n'a pas été à la rencontre de la souffrance, ce que j'appelle. Mais malgré ça, quelqu'un
d'immensément riche par l'appréciation de ce qu'il a appris et l'humilité de pouvoir partager ce qu'il a appris. L'acquisition va se faire au fur et à mesure des années. Il va acquérir de la maturité. Mais c'est l'humilité dans ce qu'il a appris et dans ce qu'il peut apporter à l'autre qui va faire qu'il va grandir avec une valeur sûre dans le soin. La connaissance va arriver par la pratique. Mais pour que la connaissance, on lève la barrière de la connaissance, il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Ce que je pensais avoir à l'époque, mais finalement non. Non, non, non. Finalement non. Mais je ne savais pas. Parce que c'était que des projections. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup, beaucoup d'années pour entrer en contact avec son moi profond. Il faut beaucoup d'années. C'est pas en faisant allez, un petit stage de chamanisme ou de méditation et tout ça qu'on rencontre son moi intérieur. Non, 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 non. Pour aller à la rencontre de son moi intérieur, il faut être dans sa société. Il faut être confronté à ses faiblesses. Il ne faut pas les fuir par des pratiques. Il faut accepter sa colère. Il faut expurger et exprimer sa violence, bien sûr, pas physique ni verbale, mais tenter de l'exprimer par le sport, par des activités, mais surtout ne pas la fuir. Aller à la rencontre de qui nous sommes réellement pour pouvoir faire le deuil du passé. Pas le fuir, l'apaiser. Et remercier ensuite la vie de nous avoir présenté cette chance de découvrir qu'on n'est pas forcément qu'une bonne personne, mais qu'au fond de nous, il y a un être qui pleure. Mais pour aller le chercher, il faut faire tomber son ego, parce qu'on est surpuissant. Vous comprenez? Alors la question, on m'a posé cette question, des gens à qui j'ai enseigné, qui sont aujourd'hui aidants, ont leur cabinet et tout ça. Et lorsque je leur parle de certaines choses essentielles qui ont fait mon expérience, ils me disent « Oui, mais j'ai une famille, j'ai des loyers, j'ai ci, j'ai là. » Mais tout ça, c'est une réalité. Mais si vous voulez, et là je le redis, si vous voulez vraiment être des personnes aidantes en toute neutralité et humilité, l'univers vous fera cadeau du reste. Vous ne manquerez pas. Vous ne pouvez pas manquer. Mais si par contre, vous utilisez comme alibi la peur de manquer ou le besoin parce que vous avez construit plein de choses autour et que vous êtes prisonnier dedans, seul vous, seul, êtes prisonnier. L'univers, ce n'est pas son problème. Donc je pense que déjà, vous êtes à côté de la plaque. Le support et le besoin d'aider est mal nommé. Le moteur n'est pas bon. Pour que le moteur soit bon, il faut qu'il soit habité. Déjà, d'une passion remplie d'humilité et un besoin de partager la joie à l'autre, la présence à l'autre. Il
faut partager. Et si tu soignes en disant « il me faut tant de personnes pour remplir et payer mon loyer », tu peux le penser. Tu as le droit dans nos sociétés. Mais ça ne doit pas être ton moteur. Réfléchissez. Des thérapeutes qui disent que mon guide a dit que, ou mes anges m'ont dit que, ou l'esprit a dit que, j'ai envie de vous dire, partez en courant. C'est un aidant ou thérapeute qui ne maîtrise pas son domaine et qui a besoin d'un guide, d'un ange, du moins ce qu'il appelle ange, guide et esprit. Je ne suis pas pour ces mécanismes et ces systèmes parce que lorsqu'on part pour aider quelqu'un, il faut quand même factualiser, ne serait-ce qu'un peu c'est dire, et que quelque part, que ça soit vérifiable par la science, ça serait très bien. Si vous apportez quelque chose et que vous voyez qu'il y a une amélioration dans le résultat, et nous avons la chance d'avoir la science et les examens pour ça, eh bien croyez-moi, ça fait un grand bien déjà. Maintenant, je fais une différence. Laquelle? J'ai suivi pour certains des thérapies, pas personnellement, mais j'ai vu pratiquer des thérapies dans des cultures lointaines, telles que les Pygmées, certains thérapeutes africains, chamans ou tout ce qu'on veut, réussir à faire des prouesses d'ordre médical, hein, qu'ils ont fait vraiment des choses qui relèvent du miracle pour certains, qui disent « l'esprit a dit ça, dit ci, a dit là ». Donc, je ne considère pas ces personnes comme ceux de notre continent, de notre contexte, qui parlent. Ce n'est pas les mêmes. Dans ces cultures, ils ont une organisation psychosociale, de croyances et de santé. Certains sont animistes et autres. Donc, ils n'ont pas nos structures. Donc, ils ont besoin de rentrer dans une fréquence pour pouvoir interpeller leur esprit ou leur guide, en tout cas, qui vont leur donner des conseils sur des plantes, sur du pourquoi la personne est malade, et ça fonctionne très très bien chez eux, pour eux. Je répète, chez eux, pour eux. D'accord? Donc, pour l'avoir vu, je ne peux que le reconnaître. Par où ça passe, c'est leur affaire. Je n'ai pas besoin de prendre ça et de le rapatrier dans ma société. Je l'ai déjà dit lors d'une vidéo. Je reconnais ces thérapies, ces chamans et ces thérapeutes, ces tradis praticiens dans leur domaine, chez eux. De les téléporter, de les ramener ici, ce n'est pas la même chose. Ça peut être un sujet intéressant à discuter pour ceux qui veulent des réponses. Donc, pour conclure, je dirais que, vous avez vu tout à l'heure, j'ai démarré en disant il y a une origine première
Ah, on est allé à la cause, à l'origine. Voilà. Je dirais simplement que toute personne, qui soit thérapeute ou accompagnant, doit être totalement dans l'humilité et la neutralité pour aller à la rencontre de découvertes, d'une découverte ou de découvertes que l'on va appeler origine, mais qui en cache une autre, et une autre, et une autre. Ce qui veut dire que l'origine s'adapte à chacun par son système de croyance. Donc l'origine, elle est au-delà. Et elle va jusqu'au début de l'humanité et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, laissez-vous découvrir, et on ne peut pas en dire plus, bien entendu, parce qu'après on irait peut-être un peu trop loin. Mais bon, ce que je veux dire simplement, c'est que ne pensez pas détenir la vérité, parce que la vérité n'existe pas. Elle peut être fausse 2 secondes après l'avoir dite.